Bienvenue dans le club. Salut Alex. Salut Jeff. Alors Alex, est-ce que tu vas bien? Et explique-nous en 3 mots ce qu'est l'émission Le Club, le talk show positif. Alors tout d'abord, je vais très bien et je te remercie. Et le club, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est toujours le même concept. C'est un fauteuil club, juste derrière, un décor qui évolue à chaque saison, décor hivernal en ce moment, et un ou une invitée qu'on va découvrir ou redécouvrir ensemble. Aujourd'hui, on parle d'une invitée et pour nous, ça va être assez confortable parce qu'on va parler entrepreneuriat, des choses qui nous parlent énormément. Exactement, on va aussi, et on aurait pu parler beaucoup de IT, cloud, hardware, PC, computer, et en réalité, on va parler surtout d'hommes et de femmes qui agissent et qui agissent dans le bon sens parce qu'on aura un invité surprise qui nous fait chaud au cœur. En attendant, on fait venir l'invité principal. On a le grand plaisir de recevoir Muriel Avinens de Dell. Bonjour Muriel, rejoins-nous sur le plateau, je t'en prie. Salut Muriel. Salut. Salut, et prends place. Merci de l'invitation. Avec plaisir. On est ravis de te recevoir. Dell, on va raconter ce que c'est à tout le monde. Hein. Voilà, on va parler de ton parcours. C'est une émission qui est là pour inspirer les gens, pour comprendre comment, après tes études, tu es venu à faire cette carrière-là dans un groupe prestigieux, avec ce côté international. On va avoir une émission encore riche, Alex. On va avoir une émission riche, mais qui va savoir prendre son temps. Donc déjà, est-ce que tu es bien dans ton fauteuil? Est-ce que tu te sens chez toi? Ouais, je suis pas mal là. Ouais. Ça va. Tout va bien. N'hésite pas à t'installer, à t'enfoncer. Tout va bien. D'accord, à je être à la m'installe cool. plus confortablement. Tout Voilà. va bien comme ça, voilà, c'est ce que je disais, l'objectif c'est de pouvoir prendre son temps et dans un premier temps on fait le classique de l'émission, c'est ce qu'on appelle le Wiki Club, Wikipédia, Club Talk Show Positif. Donc c'est Jeff qui a des informations, qui va pouvoir les donner au fur et à mesure et nous on aura l'occasion de faire du question-réponse pour que tu puisses nous donner des anecdotes ou tout simplement nous expliquer ton ressenti, comment tu as vécu telle ou telle chose quand c'est arrivé. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on t'a demandé de nous ramener un objet que tu ne dévoiles pas tout de suite, mais ça tient dans la poche. Ça fait déjà un premier indice. Donc, Qui est un symbole et qui a... Donc voilà, qui a une l'objet, importance. on pourra le découvrir et tu nous expliqueras ce que c'est, pourquoi est-ce que tu l'as ramené. Ensuite, comme le disait Jeff, il y a un invité qui va venir nous présenter une cause qui est chère à la fois à Adèle, mais aussi à toi et à l'ensemble des personnes sur ce plateau. Donc on pourra le découvrir, le rencontrer. Et puis voilà, on aura quelques actualités, ce genre de choses. Ça te convient comme programme? C'est parfait. Génial. Alors c'est moi qui m'y colle, hein, comme d'habitude. Ah bah, J'ai moi, envie de te j'écoute. dire, Muriel, que tu es bien sûr connu pour cette fonction que tu as aujourd'hui chez Dell, et notamment en région et à l'échelle nationale, voilà, dans ce grand groupe. Pour cela, tu as fait des études, notamment à cette chère Montpellier Business School, que nous partageons, tu le sais. Et après ces études, et pendant ces études, il y avait ce format déjà d'alternance. Donc ça, c'est intéressant parce que tu n'as pas eu un parcours que chez Dell. Tu es allé visiter et regarder et tu t'es essayé à d'autres métiers. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, en fait, avant Montpellier Business School, parce que la vie elle a commencé avant, Bien sûr. je me suis un peu cherchée sur les études, un bac littéraire, une première année de psycho, où je devais évoluer sur un rôle de policier. J'espérais être commissaire au STUP, donc bon, D'accord. pas tout à fait ce que je fais aujourd'hui. Parfois, sous mon ancien rôle, j'avais le sentiment un peu de contrôler les choses, mais quand même pas les STUP. Et au final, je me suis cherchée une petite année, et puis je suis rentrée dans une école de commerce. J'étais partie pour faire un BTS de secrétaire, d'assistante de direction à l'époque, parce que c'était bien pour une fille. Donc j'ai passé les entretiens, puis je suis tombée sur une recruteuse qui m'a dit non, toi tu vas faire force de vente, tu as du potentiel pour être commercial. J'étais assez étonnée, assez dubitative, et donc du coup je suis rentrée dans cette école. J'ai fait un BTS de commerce en alternance chez Groupama dans l'assurance. D'accord. Très intéressant, mais pas mon rythme, pas assez Dynamique peut-être. dynamique, Ouais. et puis surtout, malheureusement ou heureusement, c'était un modèle où on attendait le client, et j'avais envie de plus aller chercher les clients. C'était ce trait de caractère qui était plutôt sur le côté, toi t'es fait pour la force de C'est vente. sûrement ça qu'elle a dû déceler cette partie-là. Et ensuite, j'ai voulu continuer. J'ai fait une troisième année, une licence de commerce, encore en alternance dans une SS2I, donc dans une société qui vendait des solutions informatiques pour les pharmacies. Bon, là, c'était plus...
Il fallait aller directement chez les pharmaciens proposer nos services, un peu plus difficile. Et au terme de ces 3 ans, je voulais continuer mes études. J'ai eu un super prof qui avait fait Subdeco et qui m'a dit « mais tu devrais continuer dans Subdeco, ils font des admissions parallèles où tu intègres directement en 2e année et pas en 1re année. » Et où la formation était rémunérée à l'époque quand on était à la recherche d'un emploi. Et donc j'ai passé les entretiens, parce qu'il n'y avait pas de concours quand on était en admission parallèle, et j'ai eu la chance d'être reçue, c'était sur le film, parce qu'en fait j'avais quasiment le même âge que tous les étudiants, alors que les admissions parallèles, en général, c'était des reconversions professionnelles, des gens qui avaient plus une quarantaine d'années. Moi, j'avais le même âge que les jeunes, que les étudiants. Voilà. Sur le parcours classique. Exactement. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer dans cette belle école. Parfait. Alors, on va donc parler de Dell maintenant, puisque c'est ton arrivée en 1999. On fait un petit retour flashback en 1984. Donc 84, très belle année. On a tous des références. Non, pardon. Alex, toi, tu n'as pas de référence en 84. Donc moi, j'ai des références en 84. Et Michael Dell se lance avec $1000 en poche et crée PC Limited. C'était vraiment le minimum pour se lancer. En fait, il a eu envie de faire de l'assemblage d'ordinateurs et son premier ordinateur s'appelait le Dell Turbo. Donc ça part de là, cette histoire-là. Et il se lance, il voit que ça marche, il en fait d'autres et son entreprise, à 19 ans, elle commence à décoller et Dell naît finalement en 1987 sous le nom de Dell Computer Corporation. Voilà, donc c'est vraiment les prémices. À l'époque, c'était une TPE, PME, quoi. Hein, c'est Texas, hein, il est basé à Austin. 92, il rentre dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc déjà, il commence à se faire un nom et ça se structure. 96, c'est le 7e constructeur mondial. Et 99, le premier vendeur de personal computer aux États-Unis. Donc là, il y a un vrai envol. On arrive à 99, donc ton entrée dans le groupe Dell, chez Dell France, à Montpellier, puisque le site est là-bas sur place. Donc en 2003, Dell devient Dell Inc., change de nom. Alors je passe sur les rachats externes, les croissances et le développement des différentes entités qui permettent de passer de finalement le constructeur traditionnel d'ordinateurs aux solutions plus IT, ce qu'on appelle le cloud, donc le fait d'avoir du stockage de données, de vendre des serveurs, et finalement ce sont des solutions globales quelque part pour les entreprises du matériel jusqu'au service qui permet vraiment d'être accompagné et de dire dès que ça s'allume, il y a tout le back-office, tout l'arrière. Donc j'imagine qu'il y a des formations, il y a de l'accompagnement, etc., etc., etc. Donc des métiers complexes avec des niveaux de compétences de recrutement qui sont élevés. Et j'arrive donc à 2020, là on parle vraiment de l'entreprise Dell, 2020 et notamment avec cette pandémie et ce Covid, une explosion du télétravail. Et là, on a un chiffre qui est quand même phénoménal, c'est la vente de 50 millions de PC dans le monde, ce qui vaut 1,34 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est énorme. Alors, on a effectivement eu beaucoup de chance sur cette pandémie qui était une malchance pour le monde, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de besoins au niveau du matériel informatique. Et donc, on a bénéficié de cette demande. Alors, pas tout de suite, parce qu'au début, ça a été un petit peu difficile comme tout le monde. Les entreprises n'étaient pas prêtes à passer des commandes. On a tous accusé le coup. Et puis après, très rapidement, effectivement, il y a eu beaucoup de demandes pour l'équipement en télétravail. Dans un premier temps, ça a été plutôt la partie post-client sur l'équipement en télétravail des employés. Et puis là, depuis quelques mois, on revoit les projets autour tu l'as cité, le cloud et toute la partie infrastructure. Parce qu'en fait, au final, ce qui se passe dans cette période, c'est que les entreprises se sont rendues compte que le digital était vraiment obligatoire dans toutes les entreprises, que ce soit des startups, des PME ou des grands groupes, et elles étaient plus ou moins avancées. Et donc, il fallait accélérer cette transformation digitale, cette modernisation de leur modèle, un business model qui doit être repensé, une utilisation des data qui devient primordial. Et donc, du coup, là, on recommence depuis quelques mois à avoir ces projets autour du data center et de l'infrastructure. On a finalement ce macro-phénomène pandémique est absolument imprévisible.
qui fait prendre conscience. Ça fait des années qu'on sait que le digital est en train de progresser, mais bon, suivant, je dirais, l'âge des dirigeants, la culture d'entreprise, l'urgence ou pas, bon, les entreprises n'étaient pas forcément, et le grand public aussi, hein, n'étaient pas prêts à s'y jeter. Maintenant, vraiment, tu le dis, c'est une nécessité et il y a une accélération. Oui, il y a cette, la pandémie a accéléré donc le télétravail, effectivement, ce besoin du digital et la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on a les pirates et on a malheureusement énormément d'attaques qui se sont développées et dans cette pandémie encore plus. On a une attaque toutes les 11 secondes aujourd'hui et on a pu voir des entreprises qui ont fermé à cause de cyberattaques. Donc aujourd'hui, ça devient aussi une priorité qui s'est accélérée sur cette dernière année du fait de la pandémie, du digital et peut-être du temps qui a été offert à certaines personnes malveillantes. On voit sur les 2 dernières années, donc en effet ça a accéléré. Ça montre aussi que Dell c'est une entreprise en mouvement qui sait aussi s'adapter avec son temps et avec les nouveaux besoins. Moi je vais quand même faire un petit retour en arrière en 99 quand tu arrives là-bas chez Dell. Ça fait donc maintenant 22 ans que tu es là-bas, donc j'imagine que tu as dû la voir aussi évoluer cette entreprise. Par rapport à ce que tu disais, en fait en 99 c'est une entreprise qui a une quinzaine d'années, qui a commencé à être assez costaud depuis 5-6 ans. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrive en France, Dell, mais c'est encore assez jeune, du coup, toi, quand tu arrives sur ce site. On crée le site de Montpellier en 92. Okay. On arrive en France en 89. Ok. Et du coup, toi, quand tu arrives dans cette entreprise, est-ce que c'est déjà très marqué américain? Est-ce que c'est déjà il y a combien de personnes sur le site? Parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1000 personnes à Montpellier là-dessus. Mais il y a 22 ans, ça ressemblait à quoi Dell il y a 22 ans, toi, quand tu y rentres la première fois? Alors déjà, c'était pas au rond-point de Dell, c'était un petit peu, c'était sur le quartier. Voilà, il y a le rond-point de Dell, mais là, on était sur le quartier de la Pompignane, mais un petit peu avant. C'était si je me souviens bien, on devait être 350 ou 400 quand même. Au moment où je suis arrivée. Ouais. Donc en fait, on avait l'impression que c'était une annexe de Subdeco parce que la moyenne d'âge devait être à 24 ou 25 ans. Il n'y avait que des jeunes, il y avait plein de nationalités, une grosse équipe espagnole, une grosse équipe italienne à ce moment-là, un dynamisme incroyable. Ça bougeait tout le temps, on recrutait énormément, donc il y avait toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignaient. C'était très festif. D'accord, ouais. Donc ça a changé quand même. Alors on a tous vieilli, la moyenne d'âge à vie, c'était très festif. C'est moins festif. Voilà, c'est un peu moins. Alors sûrement qu'il y a des équipes qui font encore la fête, mais c'était un peu moins, c'est un peu moins aujourd'hui festif que ce que ça a été. Ça a changé, ça se réorganisait beaucoup. On lançait des nouveaux produits, on avait beaucoup de challenges commerciaux. Voilà, c'était encore un peu artisanal. Et toi, tu étais dans l'équipe commerciale du coup? Moi, j'étais dans l'équipe commerciale. À ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rester? Parce que bon, maintenant, ça apparaît comme une évidence quand on regarde aujourd'hui. Mais à l'époque, tu avais fait déjà 2 entreprises. En fait, Dell, ça aurait pu être une aventure de 1, 2, 3, 4 ans. Et finalement, tu es resté. Ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors effectivement, c'était parti pour être juste un stage de 6 mois. C'était mon stage de fin d'études. Et puis, comme je dit tout à l'heure, l'expérience précédente, elle était un peu... elle n'était pas assez dynamique pour moi. Donc, ce que j'ai aimé chez Dell, c'est le côté dynamique et l'énergie. Et à la fin de mon stage, en fait, j'ai eu la proposition de rentrer dans une banque à ce moment-là, en CDI. Et donc, je suis allée voir mon chef, je lui ai dit, je vais partir, j'ai un CDI juste avant, je ne sais plus, 15 jours avant la fin de mon stage, j'aimerais bien partir. Il ne m'avait rien proposé à ce moment-là, il m'a dit, attends, on va te faire une proposition. Donc ils m'ont fait une proposition. En jeune fille sage que j'étais, j'ai demandé l'avis à mes parents, qui sont fonctionnaires à ce moment-là, et avec toute une famille de fonctionnaires qui m'ont dit non, bien sûr, à la banque. C'est plus rassurant. C'est plus rassurant, la sécurité de l'emploi, tu vas rentrer, tu vas rester. Et comme souvent, malheureusement, je n'ai pas écouté mes parents. Et je suis partie chez Dell. Donc au moment où je rentre en stage, je ne compte pas y rester. Et au moment où je rentre, je me dis, je rentre que pour quelques années, ça va pas durer. Et ce que j'ai aimé à ce moment-là, c'est la méritocratie. Okay. C'est avec une famille de fonctionnaires où en fait on avance souvent avec l'ancienneté. Là, on pouvait gagner déjà beaucoup d'argent parce que mon fixe c'était le SMIC à ce moment-là. Donc on travaillait bien et on travaillait beaucoup. On avait des résultats et on gagnait bien sa vie. Et puis on pouvait évoluer très rapidement, ce qui m'est arrivé puisqu'au bout de 2 ans, j'ai demandé en fait à
à bouger et ça s'est fait assez rapidement. Après, l'entreprise à ce moment-là avait un niveau de croissance qui est bien entendu pas le même aujourd'hui. Hein, donc c'était plus dans l'esprit start-up Mais tu as quand même été actrice aussi de cette évolution parce que c'est toi qui allais demander, que tu as voulu. Eux, ils ont su justement challenger, avoir ce côté méritocratie pour rester attractif. Mais c'est toi aussi qui as eu donc ce côté aussi un peu… Je pense que si on ne demande pas, on n'a rien hein, dans la vie. Donc je pense qu'à un moment donné, oui. Après, est-ce que j'ai… oui, j'ai vraiment clairement dit, je veux évoluer, je veux ce job. Et puis là, à ce moment-là, j'ai le fameux contact que j'avais rencontré au moment de la banque qui m'a fait une super proposition d'ouverture d'un call center. Et je devais être responsable de ce call center. J'étais commerciale à ce moment-là, chez Dell. Donc j'ai eu cette superbe opportunité. Qui s'est faite toquer à la porte. Voilà, et à ce moment-là, le directeur, qui n'était pas le même, m'a dit qu'est-ce que tu veux faire chez Dell ? J'ai dit ce que je voulais faire, et au final, ils m'ont gardé. Est-ce que sur la deuxième offre, les parents, ils étaient plutôt pro Dell ou pro banque ? Non, là, je ne les consultais plus, là. Ça y est, j'étais partie. L'envol était fait. Alors cet envol, on le voit, hein, tu as navigué et tu es passé de service en service. Aujourd'hui, tu es directrice du site de Montpellier, France et à Montpellier, et tu es directrice commerciale en France de l'activité PME et ETI. Hein, oui. Donc, tout ce qui est commerce, multiservice sur l'ensemble du service. Il y a quand même maintenant 2000 salariés en France. Entre 900 et 1000 sur Montpellier. En termes de management, ça s'organise comment ? Est-ce que c'est, comme on dit, entre guillemets, à l'américaine ? Est-ce qu'on a vraiment un management qui donne de la responsabilité, de l'autonomie ? Vous fonctionnez comment ? Alors, je pense que ce qui est… alors oui, c'est un management où on est autonome. On a des objectifs, on a tous des objectifs. Voilà, les commerciaux, forcément, ça fait partie du job. Mais aussi, quand on est sur des fonctions support, donc non commercial, on a aussi des objectifs et on accompagne nos collaborateurs autour de ces objectifs, à la fois dans comment je peux t'aider pour réussir, mais à la fois aussi en termes de rémunération et de bonus. Tous les salariés chez Dell ont une partie variable dans leur salaire. Est-ce que c'est à l'américaine ? Oui, je pense que… Alors, après 22 ans, je n'ai pas trop de moyens de comparaison, mais je pense que oui, dans l'autonomie. Et je pense qu'un des beaux messages que je peux passer autour de ça, c'est le télétravail. C'est-à-dire qu'on avait un objectif de télétravail. On devait être à 2020 à 50% de télétravailleurs dans le monde. On était déjà à 60% avant la pandémie. Et quand il y a eu la pandémie, forcément, comme tout le monde, on a accéléré. Aujourd'hui, le télétravail, c'est vraiment dans la culture de l'entreprise et on est à l'aise dans ce management. Donc, ça prouve bien qu'on a un management à l'américaine sur les résultats, basé sur les objectifs et pas sur le présentiel ou pas juste sur le savoir-être. On est vraiment impliqué à aider nos collaborateurs à réussir. Et je pense que c'est… Le fait qu'on soit à l'aise avec le télétravail, c'est parce qu'on est dans cet esprit… Comment vous équilibrez cette absence de physique dans les locaux et cette nécessité de faire le point, de manager quand même, de faire des points réguliers comme ça, des points d'étape Comment ça s'organise ça ? C'est intéressant de… Alors, on a dû apprendre, hein, parce qu'il y avait quand même 2/3 de l'effectif de Montpellier, c'est-à-dire en gros les commerciaux, on a des commerciaux sédentaires en fait, on a 1/3 de l'effectif, c'est des commerciaux sédentaires qui ne vont pas visiter les clients qui sont au téléphone, et on a 1/3 d'agents du support technique sur le site. Ces deux catégories, ils n'avaient pas droit au télétravail avant la pandémie. Donc ils travaillaient en équipe, effectivement on pouvait contrôler à quelle heure ils arrivaient, à quelle heure ils partaient, la pause entre midi et deux. Du jour au lendemain, on ne peut plus contrôler ça. Donc je pense qu'on a vite, en plus du fait de la pandémie, compris que le contrôle n'était pas la solution au télétravail. Donc oui, on a mis plutôt des points de passage, des moments d'équipe, des moments de café virtuel. De reporting, d'échange. Pas trop de reporting, plutôt justement un accompagnement pour ne pas laisser les gens seuls. Et s'isoler. Après, on est une entreprise qui mesure tout. On a des reportings dans tous les sens. Donc ça on n'avait pas besoin du télétravail. Et ça, vous vous êtes allé le sonder, c'est-à-dire vous avez demandé au fur et à mesure à vos collaborateurs de savoir si ce que vous mettiez en place en termes d'animation leur apportait un certain équilibre, justement, dans ce nouveau changement de paradigme. Hein. Ouais, on a essayé de prendre du feedback régulier. Après, il y a des attentes. Il y a 1000 employés, il y a 1000 attentes différentes. Donc, il faut arriver à faire des choses qui font du sens pour tout le monde. Après, on a aussi une enquête une fois par an. Où on sonde nos collaborateurs. Et donc, du coup, on a réorienté cette enquête autour du télétravail avec beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que vous avez envie de revenir
5 jours par semaine? Est-ce que vous avez envie de venir en mode hybride? Est-ce que vous avez envie de rester chez vous 5 jours par semaine? Donc on a demandé aussi comment se passait le management, qu'est-ce qui était devenu le plus important. Et en fait, il y a un nouveau mot qui est arrivé, un mot qui est arrivé dans le discours des managers de façon plus régulière, c'est la bienveillance, c'est-à-dire mettre en place un système de management beaucoup plus bienveillant. Et je pense que ça s'est bien passé. Forcément, quand on est manager, on a des moments difficiles et on en a eu plus dans cette période. Et on a essayé de faire face en mettant en place des choses qui faisaient du sens pour nos collaborateurs. C'est des notions très, très actuelles, le bien-être au travail. Exactement. On parle de happiness, de Chief Happiness Officer, donc c'est finalement des chargés, c'est ce qui remplace maintenant quelque part les directeurs des ressources humaines qu'on a pu connaître dans le passé et qui sont là pour, alors pas rendre les gens heureux et c'est très loin du cliché du baby-foot dans les locaux. On n'a pas de baby-foot. Mais au contraire, voilà, on n'a pas de baby-foot, c'est un bon signe en général d'ailleurs dans ces thèmes-là. C'est très bruyant le baby-foot. Mais au-delà de ces clichés, c'est justement, voilà, ce sont des critères et des engagements à l'échelle de votre groupe auprès de vos collaborateurs de manière à ce qu'ils se sentent heureux. Il y a justement une notion qu'on a envie d'aborder, c'est la deuxième partie de cette émission, c'est la notion justement de favoriser l'emploi. Donc on le voit, les chiffres ont augmenté dans les recrutements et aussi d'en créer de l'emploi et donc d'accompagner ceux qui en créent. Donc on est sur le sujet de l'entrepreneuriat et vous avez notamment des programmes qui suivent de près les créateurs d'entreprises, les startups, etc. Donc c'est Dell for Entrepreneur notamment. Exactement. Est-ce que si tu peux nous expliquer ce que c'est Alors, ce qui est intéressant sur l'histoire de Dell for Entrepreneur, donc comme tu l'as dit, Michael Dell crée Dell en 84. Au bout d'un moment, donc, il rentre en bourse et puis à un moment donné, il décide, d'ailleurs il vient de sortir son bouquin, je vais faire la pub un peu, mais il explique… Comment ? En lien dans la description. Voilà. Et il rachète la boîte en fait. Il va sortir de bourse pour avoir la main totalement sur la stratégie de l'entreprise et pouvoir décider de ce qui fait du sens ou pas pour Dell. Et quand il le fait, tout le monde bien sûr pense que ça ne va pas forcément fonctionner. Et là, on se qualifie comme ça la plus grande start-up du monde en fait. Parce qu'à ce moment-là, on génère déjà un chiffre d'affaires qui est conséquent, on a énormément d'employés. Et à ce moment-là, il est de toute façon très entrepreneur dans sa façon de manager son entreprise. On le voit quand il rachète et qu'il sort de la bourse. Et donc, du coup, il lance à ce moment-là le Dell for Entrepreneur en disant l'entrepreneuriat est nécessaire pour tous les employés de l'entreprise. Et pour faire ça, on va lancer un groupement dans chaque site pour aider les startups qui sont en local. Et donc, forcément, Montpellier, du fait que nous, on était physiquement très proches de startups, on a lancé très vite le Dell for Entrepreneur pour pouvoir accompagner principalement les startups du BIC et les aider à travers différentes manières. Alors au début, les salariés se sont dit « mais comment moi je peux aider ? Je suis responsable marketing, chef de projet sur les opérations, finance, DRH, peu importe. » Et au final, les startups, et vous le savez bien, elles n'ont souvent pas de moyens, elles ont une compétence ou elles en ont quelques-unes, mais elles manquent de structure, elles manquent d'expertise dans tous les domaines. Et donc on a commencé à lancer du mentoring, on les aidait. Alors on les aidait, c'était sympa, on les faisait venir sur, par exemple, tester leur pitch. Alors nous, chez Dell, en mode américain, on est habitué à faire des présentations hyper straight to the point, direct, et on va vite. Donc on les coachait et on les mentorait sur leur façon de faire des présentations, sur leur business model, sur différents axes dont ils avaient besoin à ce moment-là. On a fait aussi du speed dating, où ils tournaient avec divers experts pour qu'on puisse leur donner du feedback. On a fait des masterclass, on fait des masterclass, alors on en a fait un peu moins avec la période du Covid. Là, on est plus sur de la théorie, pour le coup. Voilà, alors on était plus sur la théorie, mais on pouvait être très, très spécifique dans la masterclass pour pouvoir les aider. Donc, on a accompagné les startups. C'était vraiment, le démarrage, c'est Michael qui dit chaque employé de Dell doit avoir une part d'entrepreneuriat dans sa façon de travailler pour être plus créatif, pour travailler en équipe, pour continuer à développer Dell. Et donc, pour développer cette compétence,
on va aller aider les startups. Donc, ce sera un échange gagnant-gagnant. C'était le seul échange gagnant-gagnant. On n'a pas, on fait pas, c'est pas pour aller chercher du business auprès des startups ou autres. C'est vraiment dans ce sens. C'est pour acculturer en fait chaque collaborateur en interne de justement ce mode de fonctionnement. Et je voulais avoir ton avis là-dessus sur finalement l'entrepreneuriat. On se rend compte, et c'est peut-être encore plus d'actualité dans notre époque contemporaine aujourd'hui, que c'est un peu vecteur d'employabilité. Il y a eu une étude l'an dernier qui était assez intéressante qui a montré que sur les 10 top compétences qu'on recherche aujourd'hui dans les grandes entreprises pour pouvoir pour justement recruter, 6 d'entre elles sont des soft skills d'entrepreneurs type créativité ou force de proposition comme tu venais de le dire. Est-ce que toi, au fur et à mesure, parce que tu es dans des postes de management depuis quand même un moment, tu vois évoluer les profils des jeunes qui viennent chez Dell, ou depuis toujours en fait les jeunes qui viennent chez Dell ont déjà cette fibre-là, ou est-ce que toi tu l'as vu évoluer avec le temps? Et la suite de ma question, c'est ceux qui viennent avec un profil très entrepreneurial au début, comment vous faites pour rester attractif et finalement les garder au sein de votre entreprise, ou pas d'ailleurs? C'est la plus longue question du monde, hein. On vient de battre le record. Ouais, c'est peut-être la plus longue question de l'émission, on regardera sur les RH. Alors déjà, ça a changé. En 22 ans, entre ma génération et la génération qui arrive aujourd'hui, je ne suis pas sûre, j'ai expliqué comment j'ai fait mon choix il y a 22 ans, je pense qu'on était à cette période-là plus dans chercher un job pour la vie, faire carrière, et plutôt que de se dire je vais monter ma boîte. Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas dans ce milieu-là. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils veulent tous monter leur boîte. Oui, c'est ça. Donc on est quand même dans une... Et je pense que c'est générationnel. Je pense que ils ont envie de faire comme Mike. De faire comme Michael Dell, mais en plus avec une notion sociétale. Très impact. Voilà, impact sur le monde ou sur la planète ou sur les gens. Donc du coup, je pense que les générations ont énormément évolué. Mais la génération là, maintenant qui arrive, est vraiment, vraiment motivée par l'entrepreneuriat beaucoup plus que les précédentes. Et ceux-là, on fait comment du coup pour leur dire, Dell, c'est potentiellement pour toi l'entreprise qu'il te faut pour t'épanouir et est-ce qu'il y a ce discours ou... Ah oui, on a, alors chez Dell, on a ce qu'on appelle des ERG, c'est des groupes d'intérêt en fait, des espèces d'associations internes, comme on pouvait avoir le BDE à l'époque, et qui vont... Ça, c'est le côté festif. Et alors, on n'en a pas autour de la fête d'ailleurs, c'est peut-être une idée à réfléchir. Et donc du coup, on va se regrouper autour d'un thème. Par exemple, le premier qui a été créé, c'est Women in Action, avec l'objectif de développer le nombre de femmes et les femmes qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Et on en a plusieurs autour de la diversité au sens large, les personnes en situation de handicap, une autour des bienfaits autour de la planète. Enfin, il y a plusieurs ERG et il y en a une autour de la génération. Parce qu'il y a quelques années, on s'est rendu compte, et c'est aussi notre dirigeant qui était dans ce sens-là, c'est de dire il faut qu'on ait plus de jeunes. On ne peut pas ne faire que vieillir avec les mêmes personnes. Il faut qu'on ait des jeunes qui rentrent parce qu'ils ont des idées nouvelles, parce qu'ils sont digital natives. Nous, on les moins ou pas. Donc, du coup, il faut qu'on arrive à mélanger ces générations et faire en sorte que ces générations travaillent ensemble. Donc, il y a un vrai focus sur cette nouvelle génération. On a même des programmes. Alors, à Montpellier, on a le programme qu'on appelle la Sales Academy, où on recrute environ 60-80 alternants par an. On a des partenariats avec les écoles en local, beaucoup de commerciaux, mais pas que. On commence aussi à le développer sur les postes plus techniques. C'est aussi une superbe occasion de recruter plus de femmes, parce qu'à ce moment-là, elles sont un peu plus nombreuses à vouloir faire de l'IT. Toujours 30% à peu près de... À peu près, ouais, un tiers. Un tiers de collaborateurs. Et donc, du coup, on travaille sur des programmes de ce type-là. On a un programme au niveau corporate où on embauche des jeunes qui sortent de l'école pour pouvoir, en fait, forcer. Parce que les gens comme moi qui recrutent, qui ont un âge certes jeune, mais quand même un peu plus avancé, on a tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent et pas forcément des jeunes générations. Pour nous, c'est peut-être plus un risque. Donc, du coup, on a des objectifs fixés pour pouvoir recruter plus de jeunes et avoir cette mixité. Et pour répondre à votre question, pour les retenir, aujourd'hui, déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'ils se retrouvent dans l'objectif de l'entreprise. Oui, qu'ils soient alignés. Ouais. Qu'ils soient alignés. Donc, si l'objectif de l'entreprise, c'est de vendre des ordinateurs, ça ne les fait pas rêver. Donc, nous, notre objectif, c'est de mettre à disposition notre technologie pour transformer l'humain. Donc,
les progrès humains. Donc aujourd'hui, on essaye de mettre en action, c'est pas seulement si on fait que vendre ou supporter installer, du supporter, business, c'est pas assez. Donc aujourd'hui, on a une stratégie RSE qui est concrète, qui va déjà leur donner envie et leur donner du sens dans leur quotidien. Et puis après, on travaille avec leur manager et avec chaque personne pour travailler leur développement, leur plan de carrière et essayer de les garder le plus longtemps possible. Après, s'ils ont eu vraiment une envie d'entreprendre, à ce moment-là... Ils iront chez Dell for Entrepreneur. Ils iront peut-être faire autre chose et peut-être revenir après chez Dell. Alors, c'est une excellente transition, Muriel, parce que... Pardon, je vais dans tous les sens. L'entrepreneuriat qui amène à changer le monde. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette trace d'impact sur l'environnement à l'échelle humaine, à l'échelle climatique, etc. On t'a demandé d'amener un objet et justement il est fortement lié, je crois, à cette thématique-là. Est-ce que tu peux nous le révéler ? Ça y est, le suspense. Je crois que c'est facile pour personne de choisir un objet. Non, c'est facile pour personne. Voilà. Donc j'ai choisi, alors c'est malheureusement de rigueur encore, un masque. C'est le masque avec une moustache. Ça vous parle? Vous savez pourquoi? Oui, c'est la moustache de Movember. Voilà. Moi je l'ai faite, mais ça a repoussé. Oui, mais il faut l'assumer totalement. Ça a repoussé depuis, c'est pour ça. Il faut enlever la barbe. D'accord. Il est en évolution perpétuelle. Donc, Movember, c'est une action qui se passe en ce moment sur le mois de novembre, où on laisse pousser la moustache. Un petit zoom sur la moustache de monsieur. Alexandre a une vraie moustache. Et l'objectif est de passer pendant ce mois-là des messages autour des cancers masculins et de soutenir la recherche, mais aussi d'en parler au maximum, puisque souvent, malheureusement, les hommes ne se soignent moins bien que les femmes. Je ne sais pas si c'est la seule raison qui explique la différence d'âge entre les deux, mais a priori, les hommes se soignent moins bien. Donc, c'est vraiment un mois de focus autour de prévention du cancer. On le voit notamment dans le milieu sportif. C'est l'une des actions, l'une des thématiques que Dell porte sur ces sujets-là à impact. Il y en a beaucoup d'autres. Vous êtes impliqué dans le support et l'accompagnement de beaucoup d'associations et d'actions de ce style. Et tu as voulu nous réserver finalement l'accueil d'un invité pour parler d'une thématique qui ressemble à celle-ci. Donc voilà, je te laisse la responsabilité de l'inviter. Alors juste avant de le faire venir, voilà, la RSE est importante pour Dell et on a 3 piliers principaux. Un pilier autour de la diversité et l'inclusion, objectif fixé et clair, 50% de femmes à 2030, 40% de managers femmes à 2030. On peut facilement se mesurer autour de ça. Donc on a des actions pour motiver les jeunes femmes à rentrer chez Dell, ce qui c'est pas que Dell, c'est dans le monde de l'IT. Ça sous-entend inciter à la formation aussi dans l'IT et dans le digital. Ça sous-entend qu'elles fassent un peu plus d'écoles d'ingénieurs. Qu'elles se forment dans des écoles d'ingénieurs très tech, parce que là, on le sait, depuis historiquement, il y a toujours des profils très masculins. Exactement. Qui vont, par cliché ou par culture ou par appétence, peu importe, mais en tout cas, plus naturellement devenir développeurs, tech, etc. Et c'est des métiers sur lesquels vous êtes en tension et vous avez vraiment envie de passer des messages. Exactement. Donc, effectivement, on a des difficultés à attirer les jeunes femmes, surtout sur les métiers les plus techniques. Donc, on a des actions, par exemple, en local, on a des actions avec Facero pour donner envie aux jeunes filles au plus jeune âge d'avoir des rôles modèles, de voir des femmes qui sont chez Dell, quel que soit le poste, et qu'elles puissent être aussi elles-mêmes motivées, mais ambassadrices de ce métier dans la tech. Et quand je discute avec l'écosystème, que ce soit l'écosystème local, que ce soit des partenaires ou que ce soit d'autres confrères, on a énormément de mal à recruter et énormément de mal à recruter des femmes, voilà, sur tous les postes. Malgré le fait que les générations soient digital natives, comme tu le disais, et quelque part, elles sont geeks, elles utilisent leur téléphone, leur PC, les tablettes, etc. Et oui, mais rôle modèle, à partir de la 3e, elles sont super fortes en maths, c'est les meilleures et tout. Hop, à partir de la 3e, elles veulent faire médecine, infirmière, elles veulent se consacrer du droit, du commerce, elles vont se consacrer peut-être plus aux autres, plutôt que de regarder ces métiers technologiques, même si elles le sont. Donc ça, c'est l'un des piliers. Donc ça, c'est le premier. Ouais. Le deuxième, c'est l'impact sur la planète avec, on va dire, beaucoup d'actions qui sont menées au niveau de nos produits, l'utilisation de matériaux recyclés, l'utilisation de plastique recyclé, et avec un objectif d'empreinte neutre à 2050.
Donc là aussi, des objectifs fixés à 2030 et à 2050. Ça, c'est échelle monde? Ça, c'est échelle monde. Après, nous, on a des actions en local, mais qui vont être plus sur le site, avec des employés extrêmement motivés qui vont nous empêcher d'utiliser des gobelets en plastique ou autres matériaux. Donc, on doit apporter ces mugs, on doit faire il y a plein d'actions, le nettoyage des plages. Donc, on a des actions locales et des actions, bien entendu, au niveau de nos produits, puisque quand même l'IT est consommateur d'énergie aujourd'hui. Oui, il y a par exemple un gros data center sur lequel vous êtes associé et qui finalement récupère l'air chaud pour chauffer le bâtiment, etc. Et donc il y a du recyclage. C'est transversal finalement, cette prise de conscience-là. Et de plus en plus de clients demandent, quand il y a des projets de data center, quelle va être l'utilisation, par exemple, sur un projet, par exemple sur un film ou une émission comme aujourd'hui, quelle va être l'énergie du data center qui va être utilisée, l'impact. Donc on commence à fournir ces éléments-là et de plus en plus de clients sont intéressés par cet objectif. C'était le deuxième pilier. Et le troisième pilier, donc là on va pouvoir inviter très rapidement la personne que j'ai choisi d'inviter, c'est tout ce qui est Transforming Lives, donc tout l'impact sur l'humain. Donc ça veut dire bien entendu comment on peut aider donc, les personnes dans des pays défavorisés à utiliser nos solutions, à mettre à disposition le digital pour des pays ou des quartiers défavorisés en France. Et on a aussi tout le support qu'on peut avoir auprès de différentes œuvres caritatives. Et aujourd'hui, depuis des années chez Dell à Montpellier, on soutient diverses associations comme les Restos du Cœur, Facero que j'ai nommé. Et donc, on a aussi un fort partenariat avec l'Institut du cancer de Montpellier. Et donc, j'invite Yvanik. Alors, Yvanik Châtaigne, si tu veux bien nous rejoindre, je vais te recevoir. Bonjour Yvanik, je vais te recevoir dans un petit salon pour faire une interview, effectivement, avec Muriel qui est tout oui. Et bien sûr, Muriel, n'hésite pas à rebondir. Yvanik, bienvenue. Tu es donc responsable communication de l'ICM, c'est l'Institut régional du cancer. Vous êtes vraiment destiné à lutter contre le cancer sur 3 piliers là aussi, la recherche, la prévention et l'enseignement. Il y a 250 chercheurs sur le site de l'ICM de Montpellier. Exactement. Donc, l'Institut du cancer de Montpellier, c'est le centre de référence de lutte contre le cancer. Il y en a 18 en France. On est tous réunis au sein d'une fédération qui s'appelle Unicancer. On est l'équivalent de Gustave Roussy ou de l'Institut Curie pour les centres les plus connus. Et donc, nous, pour la région Occitanie, on a un rayonnement assez important. Et la spécificité, c'est qu'effectivement, on est 100% dédié à la cancérologie. Et donc tu parlais des piliers, en tout cas des missions qui nous concernent. On a évidemment une mission de soins, c'est 30 000 personnes chaque année. Chaque année. Donc ça donne l'ampleur de la tâche. Il y a évidemment une mission de recherche qui est absolument fondamentale. Et sur le site, il y a plus de 250 chercheurs qui travaillent sur des projets de recherche fondamentaux. Et là, je le dis parce que les gens de la région ne sont pas forcément conscients de ça. Il y a à Montpellier des chercheurs d'un niveau international dont les projets ont des impacts très forts. Partout sur la planète. Partout sur la planète. Donc ça, c'est absolument conséquent. Il y a effectivement une dimension de formation, d'enseignement. Donc on a une école du cancer qui a été créée pour former les professionnels de santé, les médicaux, les paramédicaux, aux spécificités de la cancérologie. Ça veut dire la guérison, ça veut dire aussi, j'imagine, la gestion de la douleur, l'accompagnement des patients, etc. Voilà, c'est très large. Ça peut concerner de la kiné ou ça peut concerner des gestes infirmiers, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, la dernière mission concerne la prévention. On en entend de plus en plus parler et on est un peu en retard en France par rapport aux pays anglo-saxons là-dessus, mais on va cravacher pour rattraper ça et on est en droite ligne de la nouvelle stratégie décennale portée par le président Macron qui dit que la prévention est majeure. Juste une petite donnée, mais on ne va pas s'y attarder. Il y a 40% des cancers qui sont dus à des comportements qu'on peut modifier. Je parle des facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Et à l'ICM, il y a effectivement ce département de prévention EPIDOR qui est en soi un projet très innovant, mais qui a 30 ans, qui a été porté par le professeur Pujol. Et aujourd'hui,
Voilà, on a des compétences à faire valoir sur cette thématique-là. Donc vous voyez, l'Institut du cancer de Montpellier… c'est une approche globale. C'est une approche globale de la cancérologie, c'est ce qu'on appelle, je vais utiliser un terme anglo-saxon puisque je peux me permettre aujourd'hui, je crois, voilà, un Comprehensive Cancer Center. Donc voilà, c'est vraiment avoir une approche très 360 de la cancérologie et voilà, d'avoir toutes les facettes pour combattre cette maladie. Alors Yvanik, vous êtes au front face au cancer et pour aller au front, ben, il faut alimenter par des budgets finalement ces 250 chercheurs et vous avez besoin de soutien et d'appel aux dons. On fera appel à ça et notamment vous avez un site icm.unicancer.fr, on le partagera bien sûr sur l'émission et on s'en fera écho avec grand plaisir. Et pour aider cela, ben, ça rentre dans notamment la stratégie de groupes et de sociétés comme Dell avec une rencontre et l'idée de projets qui vont impliquer, je dirais à la fois, oui, de l'aide financière, mais c'est aussi de l'engagement humain au travers de ses salariés. L'histoire avec Dell est assez incroyable et je suis très heureux que Muriel ait pensé à nous pour cette émission-là, mais c'est complètement à l'image de ce que l'entreprise porte. En 2014, on se rencontre avec une petite délégation de Dell. La réunion dure assez longtemps et on parle de valeurs, on parle d'engagement, on parle d'innovation sociale, enfin bref, on parle d'énormément de sujets, on parle d'impact. Et puis bon, arrive la fin de la réunion et puis là on me dit, bon ben voilà Yvanik, voilà, sur le site de Montpellier, on est 1000 salariés. On est une armée de bonne volonté. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dis-nous et on le fera. Bon, là, on dit merci. Et puis ensuite, on essaye de trouver des projets. Et donc, les premiers projets étaient des projets de mobilisation pour des actions de collecte de fonds. Il y a eu une superbe action avec le club de rugby de Montpellier où, comme ça, on a besoin de bénévoles pour nous aider à vendre ceci, cela. Donc des opérations de communication, de relations publiques finalement, d'événements. Exactement. Et là débarquent 30 bénévoles de Dell avec la banane, une énergie folle, voilà, en cassant un peu les codes du bénévolat traditionnel, donc formidable. Et donc, voilà, on multiplie les projets, on a besoin de faire des photos, le club photo de Dell se mobilise, voilà, donc c'est toute une histoire comme ça. Et puis un jour, voilà, des bénévoles nous disent, voilà, ben nous, ce qu'on aimerait quand même, c'est avoir une valeur ajoutée, mais directe auprès des patients. Comment on peut faire ? Et donc, à partir de cette idée-là, on a construit, là aussi c'était une innovation organisationnelle, donc une action où tous les jeudis après-midi, des visites, des bénévoles de Dell, sur leur temps de travail, je crois, oui, sur leur temps de travail, voilà, sont libérés par l'entreprise pour venir dans les chambres, faire présence, échanger, faire passer un moment sympa aux patients. Donc au départ, on tremblait un peu quand on a mis en place, parce que là, on cassait complètement les codes du bénévolat traditionnel. On dit mais qu'est-ce que vous allez faire et tout ça. Et donc, un peu à l'image de l'esprit start-up, on a essayé, adapté, évolué, etc. Le retour des patients ? Incroyable. C'est-à-dire que le patient qui passe parfois des semaines entières sur son lit à enchaîner des soins, etc., à souffrir ou à s'ennuyer d'ailleurs. À souffrir, à s'ennuyer. C'est souvent l'ennui aussi, exactement. Entre deux sessions de traitement. C'est exactement ça. Et arrive voilà, toute une équipe avec le sourire, la volonté de parler de tout sauf de la maladie ou parler de la maladie si besoin. Et il y a eu des histoires assez incroyables, très belles, des choses très, très touchantes. Et donc cette action-là, elle a été développée. Ça a commencé par un service, deux services, puis l'hôpital de jour là où les patients viennent pour leur chimiothérapie, etc. Alors ce qui est assez formidable et ce qui nous pousse, nous, en tant qu'hôpital, acteur de la prise en charge, c'est que Dell revient toujours en nous disant
bon voilà, allez, on peut faire plus, on peut faire mieux, Oui. voilà. Donc des actions ponctuelles, cette installation d'un service et d'une proximité, et qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer et faire des opérations encore plus coup de poing et qui portent, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, finalement. exactement. Et donc une des dernières actions imaginées et mises en place par Dell, donc c'était l'an dernier, évidemment période Covid, évidemment restriction des venues, des visites au sein de l'hôpital. Et voilà, Dell me dit, bon, quand même, on aimerait bien se mobiliser. Bon, il y a Octobre Rose qui arrive, donc le mois d'octobre dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. On va faire quelque chose en interne. Ah bon, qu'est-ce que vous avez Sachant encore... que le site était fermé, totalement fermé. Sachant que le site était fermé. Tout le monde en télétravail. Je dis, qu'est-ce que vous allez faire? Et je m'inquiétais un peu. Hein, À chaque fois, c'est qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je me disais, bon, il y a des idées, ça part, est-ce qu'on va pouvoir les suivre, etc. Et donc est né un challenge sportif et solidaire où en fait chaque salarié de Dell, mais peut-être que Muriel, tu peux mieux l'expliquer que moi, était invité à participer à ce challenge en faisant 10 heures de sport, donc de l'activité physique qui est cruciale pour la cause santé. du cancer, pour la santé. C'est déjà de la prévention. Exactement, on est en plein cœur de la prévention. Et donc, voilà, avec pour chaque 10 heures à temps, un don réalisé. Voilà. Et donc, d'un coup, ça, sur les réseaux sociaux, on a commencé à voir les collaborateurs de Dell se prendre en photo, voilà, je participe, etc. Nous, on se disait, mais qu'est-ce qu'il il y a une vague, c'est pas possible. Alors, on a les chiffres de la première année, 240 participants, près de 2000 heures de sport réalisées, et on dépasse les 20 000 euros de donations directement à l'ICN. Alors, c'est génial à double titre, parce qu'effectivement, on est sur une action, ce challenge sportif et solidaire, donc avec cette valeur de solidarité, mais qui, on l'a dit, a en termes de prévention une symbolique forte. Là, on parle de sport, donc de bonne santé, etc. Et en plus de ça, ça se traduit par un don très conséquent et qui nous est tombé du ciel comme ça. Tenez, donc nous, pour la recherche, c'est évidemment essentiel, ce type d'action. Bon, voilà, cette action a cartonné en interne. Je crois qu'il n'y a eu que des retours positifs. Voilà, et Muriel, elle s'est renouvelée cette action cette année. Alors, c'est effectivement, ça a super bien marché, pas seulement sur Montpellier. Ça, c'est l'avantage de la situation dans laquelle on était l'année dernière, qui a fait que tous les sites français ont fonctionné, que ce soit le site de Paris qui est en région parisienne à Besançon, mais aussi le site de Casablanca avec lequel on collabore beaucoup. Et donc chacun a pu collaborer. Et donc les 24 000 $, en fait, ils viennent d'où? C'est que chez Dell, quand on s'engage 10 heures sur son temps de travail ou sur les week-ends, mais en général, c'est plutôt quand on travaille sur site sur le temps de travail, on va loguer nos heures et Michael Dell va reverser 150 $ sur l'action de notre choix, sur l'association. Donc, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Et cette année, effectivement, on a relancé le challenge. On s'est dit, bon, est-ce que ça va s'essouffler? Est-ce que les gens n'auront pas envie? On est à peu près dans la même situation, puisque le site était encore fermé en novembre. Et au final, je pense qu'on a eu encore plus de participants, partout aussi en France et avec le support de nos amis marocains. Et je pense qu'on n'est pas loin de probablement doubler la mise, Yvanik. On attend la finalisation. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, au-delà du chiffre, efficace. Ça veut dire 400 personnes qui donnent de leur temps et s'engagent sur un objectif commun. C'est génial et c'est aussi un message que les patients doivent reconnaître et finalement s'approprier, les chercheurs aussi, etc. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique. Vous êtes 1000 salariés. Je vais parler un peu des chercheurs. Un jour, un chercheur m'a dit, voilà, moi quand je travaille et que j'utilise 1 €, quand cet euro vient de la générosité, de la solidarité, il dit, il est précieux. Ah, c'est précieux, ça nous met une responsabilité incroyable et ça nous pousse à l'utiliser de manière la plus efficiente possible. Et donc quand moi je leur dis, bon, accrochez-vous, voilà, Dell a renouvelé l'opération, on va avoir un super don. Donc,
voilà, c'est vraiment cette solidarité qui s'installe entre le monde économique et le monde médical, il est très fort. Alors, il y a ce côté très anglo-saxon, effectivement, donc Dell est en avance sur ces sujets-là, c'est évident. On espère demain que les entreprises très, très françaises, très marquées culturellement, puissent s'engager de la même manière. C'est évident. Je suis d'accord avec toi pour dire, alors, on parle souvent de greenwashing, Muriel, en disant, bah, tiens, par artifice, on va dire qu'on a tel label ou qu'on fait attention à ceci ou à cela. Là, on est en train de parler d'une opération très concrète, assez facile à mettre en œuvre, et finalement duplicable pour n'importe quelle entreprise et de toute taille, parce que chaque don, j'imagine, tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'1 euro est précieux pour le chercheur. Donc même si c'est pour lever 500 euros ou 1000, ben, finalement ça serait le bienvenu, et parce que c'est pour une cause. Qui n'a pas quelqu'un qui malheureusement est touché par ces maladies-là et est impatient de savoir quels sont les résultats, parce que ça s'installe dans le temps. Tu parles de 2014, on est déjà à 7 ans d'accompagnement, et voilà. Donc Muriel, j'imagine que toi en tant que directrice d'un tel site avec porte-drapeau, hein, c'est 1000 personnes salariées qui parlent aux 1000 autres, et à vous tous, il y a un tourbillon, je trouve, qui est bénéfique. Et voilà, on parle d'impact aujourd'hui énormément, tu le disais, les jeunes, ils ont envie d'entreprendre et de changer le monde. Là, ça change, hein, parce que c'est du budget et c'est des moyens pour pouvoir engager. Et je dis aussi, les collaborateurs Dell sont très curieux, et on est allé plusieurs fois au sein de l'entreprise mener des conférences autour des avancées de la recherche, parce qu'on nous le demandait, même sur des questions autour du tabac, parce qu'on nous le demandait. Donc bon, on l'a fait avec plaisir, et à chaque fois c'est voilà, une vraie rencontre, une très, très belle histoire, et qui devrait perdurer, en tout cas si on en est... je veux dire, reconnaissant nous de notre côté évidemment, et efficace. Yvanik, merci pour ce témoignage. On répète, hein, donc icm.unicancer.fr, n'importe qui peut donner. Donc c'est un site et tout simplement un paiement en ligne. On peut soutenir Dell, même à titre individuel. C'est surtout que vous pouvez soutenir l'ICM, et vous pouvez aussi acheter ce beau masque. Acheter Je crois qu'on peut l'acheter, hein, c'est ça, Yvanik, j'ai vu ta communication cette semaine, donc vous pouvez acheter le masque de Movember aussi. Le masque moustache, et évidemment tout est reversé à la recherche contre le cancer. Et il y a des projets de recherche spécifiques sur le cancer de la prostate. Comme beaucoup, mais voilà. Merci Yvanik, je vais rejoindre Alex et Muriel, et je te dis à très bientôt. On va suivre de très près ce programme et l'avancée de l'ICM, qui est une de nos fiertés régionales, hein, comme partout. Muriel, on arrive à la dernière partie de cette émission. On est ravis de suivre le parcours d'une femme aussi, hein, dans l'entreprise. On a beaucoup parlé de parité, de féminité. C'est quelque chose qui compte et qui est important de nos jours. Voilà, donc on a des messages à faire passer. C'est de venir travailler dans ces jobs-là. Donc est-ce que les jeunes femmes peuvent taper à la porte de Dell comme ça pour venir faire acte de candidature? Alors oui, les jeunes femmes et aussi les hommes. Hein, et les hommes aussi, bien sûr. Je pense que de manière générale, il y a les moins jeunes. Et les moins jeunes, exactement. Jeunes. Voilà, la diversité au sens large. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de postes à pourvoir dans la tech. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à recrute en permanence, on est bien d'accord. Hein, voilà, ça c'est un message important. Ultra dynamique. Pas que chez Dell, un marché dynamique sur la région, parce qu'il y a beaucoup de start-up dans le numérique aussi. On est en pénurie de talents, donc n'hésitez pas dans vos reconversions professionnelles, dans vos études. Effectivement, si vous êtes une femme, c'est encore plus, parce que ça apportera la diversité, mais pas que, c'est de la diversité au sens large que l'on cherche. Et c'est un marché vraiment dynamique, qui change et qui a, on le voit, beaucoup d'avenir, et même en parlant de la recherche au niveau du cancer, bien entendu, la technologie est au cœur de toutes ces recherches et toutes ces avancées qu'on aura dans la recherche médicale qui nous est importante, que ce soit avec la recherche contre le cancer, mais aussi pour la partie Covid aujourd'hui qui nous impacte tous et toutes. Alex, on pensait parler d'ordinateurs et de vente aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup parlé. On a dit que ce qui était important, ce n'était pas forcément les ordinateurs, mais le sens qu'on y met derrière, et notamment cette notion d'accessibilité et finalement d'équité, que tout le monde puisse avoir accès à ces services. Je trouve que c'était aussi hyper intéressant le lien qu'on peut voir entre l'entreprise et la recherche, où l'entreprise est une cause qui la dépasse finalement. Et je trouve qu'il y a un truc assez intéressant aussi, peut-être même à creuser, sur comment accompagner des entreprises, comme le disait Yvanik, plus traditionnelles, françaises, à aussi se rendre compte que
c'est accessible aussi pour elles d'imaginer ce type d'action à leur échelle. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu retenir aussi de ce qu'il a dit, que j'aimerais bien qu'il puisse exister un service. Alors peut-être que ce sont les collaborateurs de Dell qui peuvent dire comment ils le font et échanger là-dessus. Mais on le fait ce serait effectivement intéressant. grâce à la volonté de collaborateurs. Ce que Yvanik a dit, le démarrage se fait parce qu'on a des collaborateurs Qui ont envie. qui ont envie. Et donc aujourd'hui, quand on voit toutes ces photos et tout cet engagement, on peut être juste fier en tant qu'employé d'avoir contribué à ça, mais en tant que directrice de site, de voir autant d'employés engagés et motivés pour des belles causes. Le résumé de ton parcours, c'est 22 ans d'observation d'une boîte qui s'installe dans un pays, une région, un écosystème, et les portes sont ouvertes parce qu'on a parlé d'accompagnement des startups, d'inspiration, de projets, de changer le monde. Ça veut dire qu'on peut s'adresser à des groupes comme ça. Ça fait un peu peur vu de l'extérieur. Parfois, on se dit c'est un gros mastodonte, c'est un paquebot. Hein. On se dit capitaine d'un navire comme ça, c'est un peu dur à piloter. Et en réalité, c'est 1000 individus différents qui sont prêts à... On parlait d'une armée à disposition. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est positif. Ça donne envie aux gens dans le territoire de venir s'adresser à vous pour des sujets et échanger, faire avancer les choses. Et c'est ce qui se passe. On a des demandes très, très diverses. Mais encore une fois, souvent, ce qui marche le mieux, c'est quand ça vient des employés et qui se disent, tiens, moi j'ai envie, j'ai perdu un proche ou j'ai un proche qui a eu un cancer, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire quelque chose, je vais voir l'ICM ou je m'engage sur Movember, sur quelle que soit la cause. Donc c'est ça qui marche le mieux et effectivement, on est pas mal sollicité et je pense qu'on peut partager. Je pense qu'il faut le partager parce que c'est une vraie. Je pense que c'est une vraie expertise en interne, hein, parce que je pense pas qu'il y a que chez Dell qu'il y a des gens qui ont envie justement de s'investir comme ça sur des causes. Par contre, dans toutes les entreprises, ils n'ont pas forcément l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Donc, je pense que dans le management, il y a cette. C'est important de pouvoir laisser la place aussi à autre chose. Et peut-être que vous le faites très naturellement. Ça s'est fait aussi naturellement parce qu'il y avait une volonté de la corporation de dire prenez du temps sur votre temps de travail pour vous engager sur des causes. Et ça part de là. Et de dire, si tu le fais 10 heures dans ton trimestre, on te donne $150 que tu peux donner, que tu vas donner à une association, on ne la donne pas à nous. Mais du coup, on est à l'aise de dire à son manager, le jeudi après-midi, je vais à l'ICM pour... Et ça, par exemple, sur ces 10 heures, c'est quand le collaborateur veut. Alors après, tu discutes avec ton manager et tu trouves une entente, tu vois, mais en général, il y avait une rotation. Et ce qui était étonnant, parce que quand ils se sont lancés avec l'aventure sur l'ICM, je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même, parce qu'il faut quand même être courageux pour faire ça et s'y tenir dans le temps, parce qu'il y allait une fois... C'est bien, mais... Moi, je n'ai pas fait dans ce cas-là, mais je suis allée voir un collaborateur à l'ICM une fois. Tu ressors, tu es quand même un peu bouleversé, tu es secoué. Donc du coup, et en fait, il y avait de plus en plus d'inscrits, de plus en plus de personnes qui voulaient y aller. Donc ça a super bien marché. Donc ça prouve qu'effectivement, après, les gens sont vraiment motivés. Oui, et puis ça soude l'équipe autour d'une cause qui a du sens. Exactement. Et une fierté d'appartenir, on parlait de la jeune génération, une fierté d'appartenir à une entreprise qui permet ça. Myriel, merci beaucoup de ta présence dans le club. C'est le talk show positif, donc on est là pour inspirer. On espère que les jeunes vont s'inspirer de ton parcours. Il faut rentrer dans une organisation et être dynamique. Ne pas hésiter à prendre les challenges les uns après les autres pour progresser humainement. Et puis aussi, on va parler bien sûr de l'ICM. N'hésitez pas à aller voir leur site et à donner. Donc bravo et merci encore, Alex. On a passé encore une excellente émission. Très bonne émission, de justement être acteur au sein d'une entreprise comme ça, de toujours être acteur, le format un peu entrepreneur-employé. On vous le dit à tous, soyez positifs et merci de nous suivre sur les réseaux. Merci à nos partenaires, le Studio PM qui réalise et produit cette émission. Merci à Mona Market qui nous reçoit dans un décor agréable. Et puis merci à Gravity qui l'a conçu et qui l'anime. À très bientôt et restez positifs. Salut!